Michel Griffon, alors présentez-nous votre façon de voir le thème, comment répondre à la question concilier agriculture et biodiversité. Alors la première des choses que je veux faire, c'est parler d'une définition de la biodiversité. On présente la biodiversité de façon habituelle comme un dispositif à 3 étages. Les espèces, tout le monde sait ce que c'est qu'une espèce, les chimpanzés, les éléphants, un acacia, du blé, elles sont innombrables. Au sein de chaque espèce, il y a une diversité biologique, c'est l'étage du bas, et au-dessus, les espèces sont combinées dans des écosystèmes. Donc écosystème, espèces, et puis diversité génétique. Sinon, il y a une autre façon de présenter la biodiversité qui est en fonction de l'héritage de chacune des espèces. Chaque espèce est voisine, cousine, a des relations dans un arbre de biodiversité qui est fort ancien, qui est aussi ancien que l'histoire de la vie. On le représente souvent sous une forme arrondie. Et quand on zoome sur une petite partie de cette forme arrondie, on retrouve en ligne, en cercle, toutes ces espèces. Et cette diapositive avec le You are here montre que l'espèce humaine se trouve parmi toutes les autres espèces. C'est pour ça que j'ai tenu à faire apparaître cette diapositive. Et puis, il y a des représentations plus allégoriques de l'arbre de la vie, qui est en fait, sous cette forme, une sorte de buisson. Alors, je voudrais dire que cette présentation est erronée. Pourquoi ? Eh bien, parce que, tout simplement, on ne voit pas les branches mortes de l'arbre. Or, on a une vision relativement statique de la biodiversité. Or, la biodiversité, c'est l'histoire de la vie, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, et il y a de multiples branches mortes que j'ai représentées par des sections rouges, et puis ce qui est bleu ici montre qu'il y a une continuation jusqu'au présent. Et bien, cette forme qui est plus satisfaisante, elle n'est pas non plus totalement satisfaisante parce qu'on devrait la représenter peut-être sous cette forme-là où on aurait des branches qui s'unifieraient à d'autres branches. Donc ce ne serait pas un arbre finalement, parce qu'un arbre dans la nature, on voit peut-être même jamais cette forme-là. Ce qui veut dire que dans l'histoire de la vie, il y a eu des paquets de gènes qui sont passés d'une espèce à l'autre, et que c'est un mécanisme peut-être plus important que ce qu'on imaginait lorsque l'on l'a découvert. Alors c'est une affaire très importante, puisque ça permet à la vie de foisonner et de s'en tirer lorsqu'il y a des catastrophes. On va y revenir tout à l'heure, mais la principale des catastrophes qui nous est connue, c'est la plus récente, moins 65 millions d'années, c'est la disparition des dinosaures, vraisemblablement par une grande météorite qui a impacté la Terre, mais aussi par des éruptions volcaniques. Et puis il y a eu au total 5 grandes extinctions de la vie, et la vie a toujours repris ensuite, à chaque fois entre 80 et 95% des espèces ayant disparu. Mais là où j'en viens à l'agriculture, c'est que nous vivons aujourd'hui la 6e grande extinction massive, aujourd'hui même, et ça, depuis à peu près 12 000 ans, depuis que l'espèce humaine a trouvé les moyens de s'imposer, d'être une espèce envahissante, comme on dit, et d'utiliser la biosphère pour ses fins personnelles, d'abord pour ses usages alimentaires, et puis plein d'autres usages. Et à l'avenir, il y aura des usages pour la production de biomatériaux, pour la production d'énergie et d'autres voies encore. Ce qui veut dire que nous colonisons la planète et que la voie de la colonisation principale est l'agriculture. Alors ces sociétés humaines font elles-mêmes, fabriquent elles-mêmes de la diversité biologique. Ici, sur cette diapositive, on voit la théocinthe, qui était une plante connue des Indiens d'Amérique à l'époque néolithique, et qui a été améliorée par eux avec des techniques d'amélioration naturelle qui ont donné des petits épis de maïs jusqu'à aujourd'hui, ces épis de maïs réjouissants que l'on voit sur la photo. Et tout ça a été le cas depuis 10 à 12 000 ans pour un certain nombre d'espèces qui sont les espèces à partir desquelles nous nous nourrissons aujourd'hui. Alors on ne peut pas faire que ça. On ne peut pas
compter sur le long terme sur la protection dans des bunkers. On ne peut pas compter non plus sur des parcs de protection de la nature où on protégerait les espèces parce qu'à la lisière de ces parcs, il y a des populations qui sont exclues des parcs. Quand on a en Afrique des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent à la lisière de parcs où on préserve le gibier, la tentation est grande de tuer ce gibier et d'entrer dans les parcs, si bien que les parcs sont défendus. On se rend bien compte que ce n'est pas une formule qui est durable sur le long terme. Donc il faudra bien concilier la production agricole et la préservation de la nature. Comment faire? Alors l'idée est apparue au fait de prendre la production agricole comme une production écosystémique. Alors que, au fond, la notion d'écosystème était apparue sur longue période comme antagoniste à la notion de production agricole, qui est elle-même conçue, qui a été conçue comme un forçage de la nature. Alors pour ça, on considère que la production agricole, c'est un ensemble de fonctionnalités. Alors je présente deux fonctionnalités pour donner une idée de ce que ça peut être. Cette diapositive montre des rangs de production de riz entre lesquels on a mis des légumineuses, vraisemblablement une luzerne. Et on voit les petites fleurs jaunes. Ces deux plantes coopèrent. La luzerne est une légumineuse qui a la fonctionnalité merveilleuse de prendre l'azote libre de l'air, de le transformer en azote minéral directement utilisable par les racines du riz. Il y a donc une coopération véritable entre ces plantes. Et par ailleurs, elles, si on peut dire, entre guillemets, elles s'entendent pour occuper tout l'espace. Occupant tout l'espace, tout photon de lumière qui tombe sur la Terre, sur un dispositif de cette nature, est utilisé par la nature pour produire de la biomasse, pour fixer du carbone et pour empêcher, dans un bon nombre de cas, des mauvaises herbes, des adventices, comme l'on dit, de se développer. On peut donc combiner un certain nombre de fonctionnalités. L'écologie a donc beaucoup à faire en tant que force productive pour la production alimentaire des sociétés. Cette diapositive est empruntée à l'Association française d'agroforesterie et montre comment fonctionne l'agriculture conventionnelle, avec un sol nu pendant une partie importante de l'année dans les pays comme les nôtres, les pays européens. Ce sol nu ne protège pas contre les intempéries, favorise l'érosion, a aussi le désavantage de stériliser la partie supérieure du sol. Si nous faisons confiance à la biodiversité, nous pouvons réintroduire des haies, réintroduire une protection des sols, par exemple, par des prairies, planter des arbres, c'est ce que fait l'agroforesterie, conciliant les arbres et la production, par exemple, de céréales. On peut replanter des arbres pour faire des haies de bordure des rivières. Ces arbres ont un enracinement profond qui permet de récupérer les engrais des nappes phréatiques superficielles, engrais qui auraient été lessivés par les pluies et qui auraient été en excédent. Donc on voit la différence entre une agriculture conventionnelle et la différence avec une agriculture fondée sur la biodiversité. Alors ça peut aller très loin, la biodiversité. Par exemple, avec la permaculture, c'est un mot inventé qui signifie culture permanente. Principalement, on pourrait voir ça se développer dans le pourtour des villes. Là, c'est un jardin en permaculture. On peut estimer qu'il y a une centaine d'espèces qui sont combinées et dont la combinaison aboutit à des synergies. Et y compris, on peut y mettre y compris des fleurs pour faire joli, ce n'est pas interdit. Mais il y a là des pistes de recherche tout à fait intéressantes pour l'avenir. Alors ça s'oppose bien sûr tout à fait à la monoculture. Là, on a un champ de soja, il y a une seule culture, une seule variété. C'est l'inverse de la biodiversité. Alors je terminerai en signalant une chose qui me semble importante. La biodiversité, bien sûr, comme j'ai essayé de l'illustrer, est un moyen important pour l'avenir de produire de l'alimentation sous une forme durable à l'échelle de l'ensemble de la planète.
mais il y a une menace sur la biodiversité dont on parle fréquemment, qui est le changement climatique. Une des caractéristiques du changement climatique, c'est qu'il peut être très rapide et très brutal. Par exemple, plusieurs années de sécheresse successives peuvent détruire une partie des espèces forestières de façon irrémédiable. Et donc, vraisemblablement, il sera nécessaire d'unir la possibilité de recourir à l'écologie d'une part, mais aussi aux biotechnologies pour accélérer la vitesse d'adaptation d'un certain nombre d'espèces pour faire face à la rapidité et à la brutalité éventuelle du changement climatique. En ce moment, les naturalistes et les écologues nous disent qu'on est à la 6e crise d'extinction des espèces. Ça veut dire à la fois, si on vous suit bien, que c'est une chute brutale du nombre des espèces, si on est dans la définition d'inventaire des espèces, et en même temps, la perturbation des mécanismes évolutifs. C'est exactement ça, c'est les deux choses. Chute rapide, brutale des espèces, sélective dans la mesure où les sociétés humaines ne sont pas comme les météorites. Ils ont détruit, les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont détruit les animaux qui étaient des animaux de grande taille de préférence, ce qui est en soi regrettable, mais c'est un fait. La vie, malgré ça, continue. Et donc le principe, c'est de garantir les évolutions. Conserver, oui, mais garantir les évolutions le plus possible. Il y a quelques années, un virus a attaqué les papayes dans l'île d'Hawaï. Les papayes auraient pu disparaître si ce virus était passé à l'échelle de la planète, si c'était entendu à l'échelle de la planète. La disparition des papayes aurait-elle été une catastrophe? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Ça n'aurait pas mis en péril la vie, mais c'était une bonne chose que de trouver les solutions pour sauver les papayes. Alors, peut-on sauver les espèces les unes après les autres au cas par cas? Ce serait vraisemblablement vain. Il faut comprendre les mécanismes évolutifs, comprendre la façon dont l'espèce humaine fait évoluer les écosystèmes et détruit les espèces, et il faut s'attaquer aux causes profondes de cette 6e extinction plutôt que de trouver des solutions au cas par cas. Les sociétés humaines ont besoin d'espace pour produire des aliments. Ne pas trop utiliser d'espace, oui, dans ce cas-là, il faut produire plus aux endroits où on cultive déjà. Mais la tendance naturelle, c'est l'expansion de l'espace cultivé. L'expansion d'espace cultivé se fait d'abord dans les régions de production facile et puis dans les espaces de production plus difficiles. Donc très vite, on arrive dans les collines et dans les montagnes, comme l'a montré la représentation du 3D sur l'Ariège. Quand on déforeste pour faire de l'agriculture dans les pentes, on privilégie le ruissellement des pluies à l'infiltration. Quand on a une forêt ou quand on a une prairie sur des pentes, l'eau s'infiltre. S'infiltrant, elle nourrit les nappes phréatiques qui produisent des sources. Quand il n'y a pas cette possibilité et que l'eau ruisselle, elle entraîne de l'érosion, comme l'a montré le diaporama. Et cette érosion se développe à une vitesse relativement rapide à l'échelle de la planète. Et c'est ça le mécanisme qui risque de se produire. Et donc la disparition de la forêt, c'est la disparition d'une grande partie de la biodiversité. Et la désertification induite par la déforestation, dans les pentes, même dans les pentes relativement faibles, est un complément à la deuxième phénomène de perte de biodiversité, correspondant non plus aux arbres, mais à des espèces arborescentes ou des espèces herbacées. Donc c'est ça le mécanisme principal, et ce mécanisme de déforestation est celui qui est le plus important et le plus grave dans les années qui viennent. Parce qu'il entraîne une érosion des sols qui appauvrit les sols et qui donc entraînera un appauvrissement, une diminution de la production agricole. Il entraîne une désertification et il entraîne un appauvrissement des sols, une disparition des sols, une disparition des habitats. Et la disparition des habitats entraîne une disparition de ce qui était abrité par les habitats, c'est-à-dire d'un certain nombre d'espèces. Et tout s'enchaîne. Donc la solution, ça va être d'éviter de toucher les pentes le plus possible et de cultiver plus et mieux pour obtenir de meilleurs rendements sur les zones déjà cultivées. C'est un enjeu extrêmement rapide à l'échelle de l'histoire humaine
et de l'histoire de l'évolution des espèces. La colonisation de la biosphère par notre espèce humaine s'est faite avec une partie des populations qui est allée vers l'est, vers là où le soleil se levait, et puis une autre vers l'Occident, là où le soleil se couchait, là où il mourait. Et tous ceux qui sont pénétrés en Europe depuis le croissant fertile du Moyen-Orient, qui ont pénétré par la vallée du Danube, ont détruit la forêt pour installer l'agriculture, grâce au feu, et à l'abatis brûlis. Il y a un endroit dans le monde où les sociétés humaines ont fait de l'agriculture sans détruire la forêt, c'est en Indonésie. Et on a aujourd'hui des forêts qui ressemblent à des forêts naturelles, à la différence qu'elles sont cultivées, mais ce n'est pas une forêt constituée d'une seule espèce, ce n'est pas une forêt d'eucalyptus, une forêt de pin d'élan, etc. Ce sont un très grand nombre d'espèces qui sont combinées et qui sont utiles d'une manière ou d'une autre aux sociétés pour l'alimentation, et avec des rendements finalement en production finale qui sont équivalents au rendement qu'on obtient sur de l'agriculture classiquement intensive. Autrement dit, il y a eu un moment où on a eu une bifurcation dans les technologies agricoles. Il y a eu, dans la majorité des espaces du monde, la destruction par l'homme et l'installation de systèmes de production agricole, alors que dans d'autres cas, on a respecté la nature, la forêt et les fonctionnalités forestières, et on aurait pu avoir une histoire de la colonisation de la biosphère tout à fait différente. Alors, la plus grande crise alimentaire a été celle du XVIIIe siècle, la mieux connue, parce que décrite par Malthus. Et Malthus a eu cette phrase célèbre: « Au banquet de l'humanité, il n'y a pas de place pour tout le monde ». C'est-à-dire que la pression démographique était devenue telle au XVIIIe siècle en Europe qu'il n'y avait pas de l'alimentation pour tout le monde, et nous avions utilisé, comme l'a montré la reconstitution des terroirs, l'essentiel de la biosphère. Donc on a inventé progressivement, de crise malthusienne en crise malthusienne, une agriculture moderne, jusqu'à celle que nous connaissons, qui est l'agriculture conventionnelle, où on a mécanisé, motorisé, mis des engrais chimiques, fait des apports importants de matières minérales pour compenser les pertes induites par les hauts rendements, mis des variétés à haut rendement, et c'est ce système-là qui est entré en crise et qui arrive aujourd'hui à des limites physiques et physiologiques. Et ce qui fait qu'on a l'ébauche d'une crise alimentaire mondiale, une perspective de crise alimentaire mondiale, en même temps qu'une crise de la biodiversité due à l'agriculture. Alors on va peut-être revenir un peu sur l'embranchement, parce que par exemple le fait de déforester en Europe n'était pas forcément une destruction de la biodiversité. J'entends par là qu'il y a eu par exemple une sorte d'âge d'or de la ruralité française au XIXe siècle, où on se rend compte, enfin, c'est ce que j'ai lu, hein, ce que disent des agronomes et des écologues, que par exemple il y avait un niveau de biodiversité dans un bocage normand ou breton qui était plus élevé que dans des forêts de chênes ou de hêtres qui pouvaient exister. Autrement dit, l'agriculture n'est pas forcément n'entraîne pas forcément une baisse de la biodiversité. Ça, c'est un premier point. Et ce que je veux dire en disant cela, c'est que quand vous parlez d'agriculture conventionnelle, c'est en fait une agriculture très récente. C'est l'agriculture qui associe des apports de fertilisants, des machines, c'est-à-dire une agriculture qui a moins de 100 ans. Oui, elle a commencé vers les années 30. Voilà. Et s'est beaucoup développée 1930. Dans le monde à partir des années 50 en Europe, et à partir des années 60 dans les pays dits en développement. C'est l'agriculture moderne et le développement des marchés, le fait que par le marché on trouve de l'alimentation à acheter, qui a simplifié les processus productifs et abouti à des agricultures véritablement de monoculture. Donc c'est la simplification des systèmes productifs, elle est à partir de 1930 très largement. On a une crise de la biodiversité qui est non seulement dramatique, mais historiquement dramatique, parce que c'est la 6e crise d'extinction des espèces ou des écosystèmes, comme vous le dites. Donc est-ce que là, on n'est pas à un moment, on a parlé d'embranchement au néolithique, et puis au XIXe siècle, avec la question malthusienne, et puis la révolution que vous venez de décrire au XXe siècle. Est-ce que maintenant, il n'est pas nécessaire de faire un embranchement,
et de réorienter le système agricole vers d'autres pratiques, comme celles qu'on a citées, la permaculture, et sans doute il y en a d'autres. Alors, il y a des solutions techniques fondées sur la biodiversité, inévitablement, qui sont possibles, mais on sent bien à travers l'analyse qui se dessine à travers notre conversation qu'il faut aussi trouver du côté des politiques publiques et du côté des formes institutionnelles de vie de nos sociétés d'autres solutions. Par exemple, sous nos yeux, le mouvement de l'agriculture urbaine et surtout de l'agriculture périurbaine est un mouvement tout à fait intéressant. Il est ancien, puisque dans la politique de Napoléon III en France sur l'extinction du paupérisme, c'est à cette époque-là que commencent à dater les jardins ouvriers dans la périphérie des villes. Et quand on va en Afrique et qu'on voit toutes les villes, par exemple, de l'Afrique australe, il y a des ceintures urbaines spontanées avec occupation du sol, où les familles urbaines utilisent un petit peu de sol pour avoir un jardin qui n'est pas simplement un jardin pour s'alimenter, qui est un jardin où on va se reposer. Donc il y a une fonction sociale de la nature qui est en train de se réinventer au fur et à mesure que les villes prennent des grandes dimensions. Et ce sont des mécanismes hors marché. Ce sont des mécanismes de reconnexion de la production alimentaire avec la consommation alimentaire. On peut considérer que ce contre-courant se trouve aussi, d'une certaine façon, figuré dans les sociétés occidentales, mais aussi au Japon, aussi aux États-Unis, avec l'émergence de circuits courts, chantant la grande distribution, entre des producteurs agricoles et des clubs de consommateurs. Et ça, ces mécanismes sont accompagnés de biodiversité, parce que ceux qui vont dans ce sens-là ont un raisonnement qui les amène à considérer qu'il faut mieux composer avec la nature plutôt que la forcer ou la contraindre. Est-ce que ce type d'agriculture, que je crois vous appelez agriculture écologiquement intensive, a une capacité de production sur des petites surfaces aussi importante que le serait la monoculture sur des grandes surfaces? Alors, c'est une question difficile parce que une agriculture fondée sur la biodiversité et sur l'écologie intensive, c'est-à-dire l'utilisation la plus étendue possible et la plus amplifiée possible des fonctionnalités naturelles et de leur combinaison, c'est rarement fait en expérimentation. Mais à chaque fois que c'est fait en expérimentation, on observe deux choses. Premièrement, ça fait des systèmes de production plus résilients, c'est-à-dire plus résistants au choc. Deuxièmement, les rendements en pays tempérés ne sont pas moins élevés que les rendements obtenus dans les meilleures agricultures. Ça, on peut le prétendre. D'un point de vue théorique, il est vraisemblable qu'une agriculture combinant le maximum des fonctionnalités, donc une agriculture recomplexifiée et en amplifiant chacun des mécanismes, soit plus productive. Alors, c'est vraisemblable, plus que vraisemblable, dans les conditions climatiques où on a une bonne température et une bonne pluviométrie 365 jours sur 365, c'est-à-dire dans le tropique humide. Et on arrive là au maximum de production biologique possible en imitation de la nature et en faisant mieux que la nature, c'est-à-dire en étant plus intelligent que la façon dont se composent les espèces les unes avec les autres, avec le temps, dans les écosystèmes naturels. Quand on est, au contraire, dans des écologies tropicales sèches, où il y a peu de pluviométrie. Par exemple le Sahel. Par exemple le Sahel. Là, l'obtention d'une productivité élevée est extrêmement limitée par le climat, et il faut prendre un raisonnement de retour de la biodiversité à partir des contraintes les plus fortes, par exemple la contrainte eau. Mais j'ai des exemples en tête où on a, en prenant des fonctionnalités destinées à faire l'inverse que ce que Platon avait observé en Grèce 350 ans avant Jésus-Christ, on peut faire en sorte par des micro-aménagements que chaque goutte d'eau rare qui tombe s'infiltre plutôt que ruisselle. Et au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années de réinvestissement dans des paysages de maîtrise de l'eau
à l'échelle micro-locale, on arrive à reconstituer des nappes phréatiques et une certaine résilience de la production. J'ai calculé que, par exemple, dans les lieux aménagés de cette manière, de façon très intelligente, avec des politiques techniques de l'eau, on avait une croissance économique de 3 à 4% et avec des calculs extrêmement serrés. Donc, il y a des possibilités aussi, mais plus il y a de contraintes, plus il faut d'intelligence. Mais je le répète, c'est une intelligence qui est bio-inspirée, qui est inspirée par la nature et par la diversité, la biodiversité de la nature.